Corentin, 15 ans. Oui, tout à fait. C'est exact. Ô rage, ô désespoir, silence, on tue Alep. Tu es ici pour dénoncer l'indifférence face à l'enfer syrien. Tout à fait, c'est exact. Eh bien, on t'écoute. Merci. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, Guernica, Srebrenica, Grozny, Homs, Kobané. Cette liste non exhaustive est celle de Cité Martyre. Depuis quelques mois maintenant, une autre ville fête son entrée au pinacle de la souffrance. Cette ville, c'est Alep. Et pourtant, un jour, les Syriens ont fait un rêve immense. Un jour, ils ont rêvé de liberté, rêvé de démocratie, ils ont rêvé de droit. Mars 2011, on a sonné le glas. Les Syriens ont fait un rêve, ils vivent un cauchemar. Depuis cette date, en effet, selon l'ONU, c'est plus de 320 000 morts qu'il faut déplorer. Les massacres perpétrés, car c'est bien de massacres qu'il s'agit, violent ainsi l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui proclame que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Et que dire des multiples bombardements sur des hôpitaux, négation manifeste de l'article 19 de la Convention de Genève de 1949, qui stipule « Les formations sanitaires ne pourront en aucun cas être l'objet d'attaques ». Et comment oublier qu'à l'heure où je vous parle, qu'à l'heure où je me tiens devant vous, ce sont déjà 10 millions de personnes qui ont été déplacées, dont plus de la moitié sont des enfants. Et qu'à chaque minute, ces chiffres déjà effarants ne cessent d'augmenter. Mesdames et messieurs, je veux ici évoquer Karam al-Masri, dont l'histoire incarne à elle seule le supplice des habitants d'Alep. Photographe et ainsi témoin gênant des horreurs perpétrées dans la ville, il a d'abord connu la prison du régime, puis celle de l'État islamique, avec les sévices habituels. Qu'a-t-on fait alors de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui affirme, noir sur blanc, que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par la suite, il a assisté, impuissant, à la mort de ses parents sous des bombardements russes décidés au mépris le plus total de l'article 3 de cette même déclaration, qui, quant à lui, stipule « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Or, à Alep, vivre, oui, vivre, ne relève plus du droit, mais du miracle. Leur quotidien, non moins idyllique, se résume ainsi. Le ventre vide, la peur au ventre. Une mère témoigne. J'ai tout connu. J'ai vu mourir mon fils après des mois de bombardement. J'ai vu mes voisins être ensevelis, vivants. J'ai été violé par des soldats du régime. Ils criaient « Tu voulais la liberté? Eh bien, la voilà ta liberté !» Mesdames et messieurs, au moment de la guerre d'Irak, c'est par millions que manifestaient les protestataires, avec en tête cette affirmation de George Wells. Notre vraie nationalité, par-delà toutes nos différences, c'est l'humanité et rien d'autre. Où étaient-ils se révolter pendant le siège de Sarajevo? Ou encore, lors du génocide du Rwanda? Où sont-ils aujourd'hui face à Alep martyrisés? Qui va-t-on se dresser pour accuser Assad et Poutine de crimes de guerre? Bachar al-Assad, Vladimir Poutine assassinent, violent et torturent donc sans limite.
Mais sur quel précédent peuvent-ils bien s'appuyer pour officier aussi tranquillement? Sur le massacre de Grozny, par exemple. Entre Grozny et Alep, 2 points communs. Une extermination infamante de civils, qui bafoue là encore les articles 3 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et une absence indigne de réaction de l'Occident. À Grozny, le silence a profité aux dictateurs exterminateurs. Il leur profite à Alep et en Syrie. Et il leur profitera toujours, si rien et personne ne vienne le rompre. Alors, à Paris, à Washington et partout ailleurs, pourquoi tant d'indifférence? Assurément, la situation est complexe. Le péril que fait peser Daesh, bien réel. La crainte du chaos après l'éventuelle chute du régime despotique d'Assad, tout à fait fondée. Mais la France, le pays des droits de l'homme, des libertés, des philosophes des Lumières, oublierait-elle l'idéal pour lequel elle s'est battue? Oublierait-elle sa propre histoire? Serait-elle devenue insensible aux souffrances et aux aspirations d'autrui? Que fait-elle donc, la France, face à cette guerre d'extermination, quand la Russie et le Venezuela repoussent sa proposition d'arrêt de tout bombardement sur Alep le 8 octobre dernier? Rien. Ou plutôt si, elle annule la visite de M. Poutine à Paris. Que font donc les États-Unis, si ce n'est dénoncer du bout des lèvres de M. John Kerry ses crimes contre l'humanité? Que font-ils concrètement? Rien. C'est pourquoi je dis à M. Hollande et à M. Obama que leur passivité complice fait d'eux des coupables. Je leur dis également que l'on ne peut rester de marbre lorsqu'autant de droits sont noyés dans des mares de sang. Oh, Marianne, Marianne, Alep brûle et le silence de Paris a un goût de cendre. Mesdames et messieurs, depuis mars 2011, 5 ans ont passé, et que fait donc aussi l'ONU, qui affirme, dans l'article 1 de sa charte, que son objectif est de maintenir la paix et la sécurité internationale. Ah, mais comment ai-je pu oublier la perversité d'un système où le droit de veto d'un seul pays membre suffit à paralyser toute action? Nous en avons eu la triste preuve le 5 décembre, lorsque la Russie et la Chine se sont opposées à une trêve qui devait permettre d'acheminer vivres et médicaments à Alep. Vivres et médicaments, mesdames et messieurs. C'est la 6e fois que Moscou use de son droit de veto depuis mars 2011. Quant à Pékin, rassurez-vous, elle n'est pas en reste. Pour elle, c'est la 5e fois. Grâce à messieurs Jinping, Poutine et Assad, nous savons désormais que tous les moyens sont bons pour affirmer sa puissance, quitte à violer au passage tous les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui, hélas, nous devons le dire, la communauté internationale est en faillite morale et le Conseil de sécurité de l'ONU a une responsabilité immense dans les massacres d'Alep. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la bataille d'Alep n'est plus, mais la barbarie demeure, et malgré la trêve du 30 décembre, les combats continuent en Syrie. Alors, pour que ce génocide s'arrête vraiment, les Syriens ont besoin de nous, de vous tous, de tout le monde, car ce n'est qu'ensemble que nous leur offrirons le joyau de la paix. Mesdames et messieurs, l'heure est enfin venue d'émerger de l'obscure indifférence pour avancer vers la lumière de l'engagement. L'heure est venue de répondre à la force des armes par la force de nos âmes. Nous devons agir pour que ces mots ne restent pas lettres mortes sur une feuille ou paroles livrées au vent. Et il est grand temps, comme le rappelait son chef de la diplomatie, que la France se tienne une nouvelle fois debout face à l'histoire et devant les hommes en prenant ses responsabilités. Mesdames et messieurs, aujourd'hui,
je suis syrien. Car moi aussi, je rêve. Un jour, un vent de liberté soufflera sur la Syrie, sur ce pays où Karam al-Masri et tant d'autres ont trop souffert. Un jour, ce rêve deviendra réalité. Le chemin sera long, le prix à payer immense. Les Syriens verseront encore un tribut de sueur, de sang et de larmes. Mais ils ne lutteront pas en vain, car du chaos naîtront les étoiles. Jean Biès a dit « Il n'y a pas de traversée du désert, seulement une marche vers l'oasis. » Alors, marchez, Syriens, marchez, et gardez courage. Un jour, vous ne serez plus seuls. Un jour, vous serez libres. Un jour.